Le 5 octobre 1944, près d'Asselt, aux Pays-Bas. 5 pilotes de l'escadron numéro 401 de l'aviation royale canadienne ont survolé en altitude, leur Spitfire Mark IX brillant sous le soleil de l'après-midi. Le chef d'escadron Smith l'a repéré le premier, une traînée d'argent plongeant vers Nîmes à une vitesse impossible. Pas d'hélice, pas de profil familier, juste une fléchette de métal se déplaçant plus vite que tout ce que les Canadiens avaient jamais vu au combat. Le chasseur à réaction Mi-262 s'est fortement incliné, ses gaz d'échappement traînant de légères volutes sur le ciel violet. Pendant 3 ans, les services de renseignement alliés avaient chuchoté au sujet du développement d'avions à réaction allemands, mais les rumeurs ne signifiaient rien comparé à la réalité qui défilait désormais à plus de 500 000 par heure. Smith a activé sa radio, appelant le lieutenant d'aviation Davenport, le lieutenant d'aviation Evrard, l'officier d'aviation May et l'officier d'aviation Sinclair en position d'attaque. Ce qui a suivi a été la première fusillade confirmée d'un chasseur à réaction dans l'histoire de l'aviation en combat aérien. Plus important encore, c'était la première fissure dans ce que la propagande allemande avait promis comme une arme miracle invincible. Le Mesmi 262 Schwallah venait de révéler sa vulnérabilité fatale. En quelques mois, les pilotes américains du PS-51 Mustang transformeraient cette vulnérabilité en opération de chasse systématique qui rendrait le premier chasseur à réaction opérationnel au monde presque inutile malgré sa technologie révolutionnaire. L'impact psychologique de cette première rencontre avec un avion à réaction s'est répercuté sur les escadrons de chasse alliés à travers l'Europe. Les pilotes qui ont vu le Mi-262S ont immédiatement compris que le combat aérien avait fondamentalement changé. Le capitaine Chuck Jagger du 357 Fighter Group stationné à la RAF Lyon a entendu les briefings des renseignements avec une inquiétude croissante. L'avion à réaction allemand pouvait atteindre 540 000 par heure en vol en palier tandis que le P-51 Mustang plafonnait à 437 000 par heure. Dans une poursuite directe, le Me-262 était tout simplement inattrapable. Les mathématiques étaient brutales et indéniables. Si la Luftwaffe déployait ses avions en nombre significatif avec un carburant adéquat et des pilotes formés, la campagne de bombardement stratégique écrasant l'industrie allemande pourrait subir des pertes catastrophiques. Les forteresses volantes de B-17 traversant un ciel rempli de flaques à 180 000 par heure seraient des cibles impuissantes pour les pilotes d'avion qui pourraient attaquer sous n'importe quel angle et s'échapper avant que les chasseurs d'escorte ne puissent réagir. Pour la première fois depuis qu'ils ont acquis la supériorité aérienne sur l'Europe, les commandants alliés risquaient de la perdre. Mais la conception révolutionnaire du Mi-262 comportait des vulnérabilités découlant de la nature fondamentale de la propulsion à réaction en 1944. Les turboréacteurs à flux axial jumeaux 004 de Junker représentaient un bond en avant dans la technologie aéronautique. Pourtant, ils étaient aussi primitifs et capricieux. Chaque moteur développait environ 1980 livres de poussée à 8700 tours par minute, brûlant du carburant synthétique J2 dérivé du lignite à une vitesse 2 fois supérieure à celle des chasseurs conventionnels. Les aubes de turbines fabriquées à partir d'un alliage chromodure parce que l'Allemagne manquait de réserves suffisantes de nickel et de chrome résistant à la chaleur fonctionnaient à des températures qui provoquaient un fluage thermique rapide. Dans des conditions de combat, les moteurs jumeaux 0004B nécessitaient une révision après environ 10 heures de fonctionnement, le remplacement complet du moteur étant généralement nécessaire après 25 heures de service. Cela signifiait qu'après peut-être 3 ou 4 sorties de combat, les Mi-262 avaient besoin de nouveaux moteurs, créant des cauchemars logistiques que les équipes au sol allemandes ne pourraient jamais complètement résoudre. La réponse de l'accélérateur du moteur présentait des problèmes tactiques immédiats. Contrairement au moteur à piston qui répondait presque instantanément à l'actionnement de l'accélérateur, le jumeau 004 souffrait d'un décalage important. Une augmentation trop rapide de la manette des gaz a injecté un excès de carburant dans les chambres de combustion avant que le débit d'air ne puisse augmenter en conséquence, provoquant une montée en flèche de la température de la tubulure d'injection et une surchauffe des aubes de la turbine. Les pilotes devaient manipuler leur manette avec une précision délicate, effectuer des ajustements en douceur et attendre que les moteurs se stabilisent. Au combat, où des réactions en une fraction de seconde signifiaient souvent la survie,
Cette réponse lente transformait le chasseur le plus rapide du monde en une cible vulnérable dans les moments critiques. Les procédures de décollage et d'atterrissage du Mi-262 ont amplifié ces faiblesses du moteur et se sont transformées en catastrophe tactique. Avec une charge à l'air de 294 kg par mètre carré, nettement supérieure à celle de n'importe quel chasseur contemporain, l'avion à réaction nécessitait des vitesses de décollage supérieures à 110 000 par heure et des approches d'atterrissage à des vitesses similaires. Pendant la phase critique d'accélération après le relâchement des freins, le Mi-262 a mis près de 30 secondes pour atteindre sa vitesse de vol, accélérant sur la piste tandis que ses moteurs avaient du mal à développer une poussée à basse vitesse. Pendant ces 30 secondes, l'avion était effectivement impuissant, se déplaçant en ligne droite à une vitesse prévisible sans aucune capacité de manœuvre. Tout chasseur allié qui attrapait un Mi-262 pendant le décollage avait une cible quasiment stationnaire qui ne pouvait pas s'échapper, ne pouvait pas accélérer assez rapidement pour s'échapper et pouvait à peine se défendre. Les approches d'atterrissage présentaient des vulnérabilités identiques. Alors que les pilotes du Mi-262 descendaient vers tes héritiers des aérodromes avec des jauges de carburant presque vides après des missions de 60 à 90 minutes, ils ont dû ralentir jusqu'à la vitesse d'atterrissage tout en configurant les volets et le train, devenant à nouveau des cibles prévisibles volant droit et de niveau. Les moteurs à réaction révolutionnaire qui ont rendu le Mi-262 invincible à haute altitude sont devenus des points d'ancrage pendant ces phases de faible puissance. Les officiers du renseignement du quartier général de la 8e force aérienne en Angleterre étudièrent méthodiquement le problème jusqu'à la fin de l'été et au début de l'automne 1944. Des missions de reconnaissance photographique identifièrent 262 bases à Hama, Épée, Rina, Lechfeld et Munich-Re. L'analyse des images des caméras des canons lors des quelques rencontres avec des avions à réaction a révélé les avantages de l'avion à grande vitesse, mais également ses faiblesses à basse vitesse. Les services de renseignement alliés savaient que les pilotes du Mi-262, ayant consommé la majeure partie de leur carburant lors d'interceptions à grande vitesse, devaient retourner sur ces aérodromes spécifiques. Ils ne pouvaient pas se détourner vers d'autres bases car le carburant J2 spécialisé requis par les moteurs à réaction n'était disponible que dans des installations désignées. Cette contrainte géographique a créé une opportunité. Si les chasseurs Mustang pouvaient flâner à proximité de bases à réaction connues, ils pourraient tendre une embuscade au Me-262 dans leurs moments les plus exposés. La tactique nécessitait de la patience, de l'endurance en carburant et des pilotes prêts à voler directement dans l'un des espaces aériens les plus fortement défendus d'Allemagne, mais elle offrait la seule méthode fiable permettant aux chasseurs à hélice d'engager des avions à réaction sur un pied d'égalité. La Luftwaffe a reconnu cette vulnérabilité immédiatement après les premières pertes d'avions. Les commandants ont installé de vastes couloirs de défense le long des couloirs d'approche des bases Mi-262, positionnant des canons de 88 mm, des canons automatiques de 37 mm et des systèmes quadruples de 20 mm pour créer des rideaux de feu que tout combattant attaquant devait pénétrer. Ils ont assigné leurs chasseurs à moteur à piston les plus avancés, le Foley-Wolf FW190D et le RAR TAR152H, pour assurer la couverture supérieure lors des décollages et des atterrissages des avions. Les horaires de vol ont été randomisés lorsque cela était possible pour empêcher les chasseurs alliés de prédire les heures de lancement. Certaines bases ont déployé des avions leur pour attirer les attaquants dans des pièges anti-aériens. La grange automobile située à proximité de plusieurs bases d'avions à réaction a été transformée en piste d'atterrissage d'urgence avec des zones de stationnement camouflées dans les bois adjacents, permettant au Mi-262 d'opérer à partir d'endroits que les services de renseignement alliés n'avaient pas identifiés. Malgré ces mesures défensives, le problème tactique fondamental restait insoluble. Les Mi-262 sont dû décoller et atterrir, et pendant ces phases, ils sont devenus sans défense, quel que soit le nombre d'armes qui les défendaient. Le lieutenant Urban Drew du groupe de chasseurs 361 s'est familiarisé intimement avec la menace Mi-262 lors de missions au-dessus de l'Allemagne début octobre 1944. Le pilote de 21 ans originaire de Détroit avait rencontré un avion à réaction lors d'un précédent voyage et avait déposé des rapports de renseignements détaillés décrivant ses capacités. Le 7 octobre,
Drou a été cloué au sol et fait face à des mesures disciplinaires pour avoir joué un rôle de victoire non autorisé après une mission réussie. Sa punition a disparu lorsque les services de renseignement ont signalé une concentration de Mi-262 à Akma Aerodrome, dans le nord-ouest de l'Allemagne. La précédente rencontre avec un avion à réaction de Drou a fait de lui le choix évident pour mener une opération de ratissage contre la base. Il a soigneusement briefé son vol, soulignant que le succès exigeait de la surprise, de l'agressivité et l'acceptation des risques liés au vol direct à travers les défenses antiaériennes allemandes. Son ailier, le sous-lieutenant Robert McCanda, resterait avec lui quoi qu'il arrive. Le P-51 Mustang de Drou, codé E2ED et surnommé Détroit Miss, a décollé de la RAF Little Walden avec les réservoirs internes de carburant et d'ailes pleins, lui offrant près de 4 heures d'endurance. Le temps au-dessus de l'Allemagne cet après-midi d'octobre était constitué de nuages fragmentés avec une bonne visibilité, des conditions parfaites pour repérer les avions au sol. Drou a dirigé son vol vers Akma à 15 000 pieds, scrutant constamment les traînées de condensation ou l'éclair révélateur du soleil sur l'aluminium poli. Alors qu'ils approchaient de la base à réaction connue, il les repéra. 2262 positionnés sur la piste, moteur déjà en marche, se préparant au décollage. Drou a poussé son accélérateur vers l'avant et a plongé, augmentant ainsi sa vitesse et perdant rapidement de l'altitude. Le Mi-262S a commencé sa course au décollage au moment même où la Mustang de Drou dépassait les 400 000 par heure lors de la plongée. L'avion de tête piloté par Oberfeld Weibel-Ince Arnold avait atteint peut-être 80 000 par heure lorsque Drou a ouvert le feu à 800 mètres. Ses mitrailleuses de calibre 650 convergeant vers la cible en accélération. Les traceurs ont parcouru la piste et ont trouvé le moteur droit du Mi-262. Le jet d'Arnold a fait une embardée lorsque le moteur s'est désintégré, mais sa vitesse était déjà trop élevée pour abandonner. Le Mi-262 paralysé a chancelé dans les airs sur un moteur, complètement incapable de maintenir son altitude ou d'accélérer. Drou s'est rapproché à 400 mètres et a tiré à nouveau, touchant cette fois la zone du cockpit. L'avion d'Arnold s'est renversé et a plongé dans les arbres à côté de la piste, explosant à l'impact. Le deuxième Mi-262, piloté par lieutenant Gar Cobert, avait été témoin de la destruction d'Arnold et avait tenté d'interrompre son décollage, mais le jet P, la réponse de l'accélérateur au sol et la vitesse d'atterrissage élevée rendaient impossible une décélération rapide. L'avion de Cobert roulait toujours à grande vitesse lorsque Drou s'est retiré de sa première attaque et s'est immédiatement repositionné pour un deuxième passage. McCandless a lancé un avertissement concernant la flak alors que les artilleurs allemands trouvaient leur portée. Des obus de 88 mm éclatent autour des Mustangs attaquants en bouffées noires. Drou a ignoré la flak et a plongé à nouveau, tirant une longue rafale sur le Mi-262 de Cobert alors qu'il tentait de quitter la piste. Des impacts étincelaient le long du fuselage et des deux moteurs. L'avion a ralenti, puis a pris feu alors que les réservoirs de carburant s'enflammaient. Cobert a réussi à échapper à l'épave en feu, mais son avion a été une perte totale. En moins de 2 minutes, Drou avait détruit 2 des chasseurs allemands les plus avancés en utilisant des tactiques qui allaient devenir la doctrine standard des pilotes alliés. L'engagement a démontré de manière concluante que la supériorité technologique ne signifiait rien pendant les phases de vol critiques et que l'agression combinée à un timing précis pouvait neutraliser la menace du Mi-262. La caméra du pistolet de Drou s'est bloquée pendant l'attaque, ne fournissant aucune preuve photographique de ses victoires. Son seul témoin, Manless, a été touché par la flak lors de leur évasion d'Akma et abattu, devenant un prisonnier de guerre avant de pouvoir corroborer les affirmations de Drou. Sans image de caméra d'armes à feu ni déclaration de témoins, le quartier général de la 8e force aérienne a d'abord nié les crédits de victoire de Drou, une déception écrasante après l'une des réalisations tactiques les plus importantes de la guerre. Drou ne recevra une reconnaissance officielle qu'en 1983, près de 40 ans plus tard, lorsque les archives allemandes de la Luftwaffe furent recoupées avec les archives américaines. La de la Luftwaffe Georg Peterhead, qui devait diriger la formation Mi-262 ce jour-là, mais dont l'avion a souffert de problèmes mécaniques, a confirmé avoir été témoin d'un P-51 au nez jaune plonger sur les Mi-262 et détruire les 2 avions.
Eda ne pouvait pas lire le nom des 3 Miss peints sur le nez de la Mustang depuis sa position au sol, mais son témoignage était suffisant. L'armée de l'air américaine a décerné à Drew l'Air Force Cross le 12 mai 1983. Présenté par le secrétaire de l'armée de l'air Vernoret. Drew et son épouse ont été transportés par avion de Johannesburg, en Afrique du Sud, pour se rendre à la cérémonie via un C-141 Starlifter. Il reste le premier et le seul pilote allié à avoir abattu 2 avions à réaction en une seule mission alors qu'il pilotait un chasseur à hélice. Ce même 7 octobre 1944, le lieutenant-colonel Hubert Zempeer du 479 TH Fighter Group aurait peut-être remporté une autre victoire sur le Mi-262, même si l'incertitude demeure. ZMP, l'un des chefs de chasse les plus expérimentés de la 8e Air Force, a attaqué ce qu'il croyait être un Bf-109 lors d'une mission au-dessus de l'Allemagne. Les images de sa caméra étaient ambiguës, montrant un avion qui aurait pu être un Messid 109 ou un Mi-262. Les analyses d'après-guerre suggèrent qu'il s'agissait probablement d'un avion à réaction, mais la victoire n'a jamais été définitivement confirmée. Ce qui importait plus que les revendications spécifiques de victoire, c'était la tendance émergente. Les pilotes de chasse américains découvraient que les Mi-262, malgré leur vitesse révolutionnaire, pouvaient être vaincus grâce à l'innovation tactique. La clé était de refuser d'engager des avions à réaction dans leur élément, des combats à haute altitude et à grande vitesse, et de forcer les engagements pendant les phases vulnérables lorsque l'avantage de vitesse disparaissait. Chuck Jagger rencontra son premier Mi-262 exactement un mois plus tard, le 6 novembre 1944, alors qu'il dirigeait une mission d'escorte de bombardiers près d'Akma, en Allemagne. Le PS-51 de Jagger a été nommé Glamorou Glen 3 en l'honneur de sa femme Glennis qui naviguait à une altitude de patrouille lorsqu'il a repéré des Mi-262 tentant d'intercepter la formation de bombardiers. Les avions à réaction ont effectué leur passage avec des tactiques typiques, plongeant à travers le flux de bombardiers à une vitesse énorme, tirant brièvement, puis utilisant leur avantage en termes de vitesse pour remonter à l'altitude avant que les chasseurs d'escorte ne puissent réagir. Gerger a regardé les jets disparaître dans les nuages, s'en sortant apparemment propres. La doctrine standard disait que chasser les M262 était inutile, mais Gerger a fait un pari calculé. Ces avions devaient atterrir quelque part, et ils devaient atterrir bientôt parce que leur autonomie en carburant était limitée. Il s'est détaché de la formation de bombardiers et est descendu à travers les nuages, émergeant à basse altitude près de l'aérodrome d'Akma. Au-dessous de lui, Gerger a repéré un Mi-262 solitaire dans la configuration d'atterrissage, train et volet sorti, vitesse réduite à peut-être 150 000 par heure alors qu'il s'alignait en approche finale. Le pilote allemand, concentré sur son atterrissage, n'a apparemment pas réussi à repérer le Mustang plongeant sur lui par le dessus et par derrière. Gerger a poussé ses gaz à fond vers l'avant et a réglé pour une vitesse de plongée maximale. Le PS-51 a accéléré rapidement dans la descente. Gerger, utilisant la gravité pour augmenter sa vitesse au-dessus de 450 000 par heure, s'est rapproché à 400 mètres et a ouvert le feu, promenant ses traceurs sur les ailes du Mi-262. Les impacts ont étincelé le long de l'aile gauche et du fuselage de l'avion. Le pilote du Mi-262, probablement blessé ou tué lors de la première rafale, n'a effectué aucune manœuvre d'évitement. Jagger a continué à tirer alors qu'il se rapprochait à bout portant, déversant des balles dans les moteurs et le cockpit de l'avion. Le chier du Mi-262 puis replié vers le haut. L'avion s'est renversé et a plongé dans les bois à plusieurs centaines de pieds du seuil de piste, explosant en une boule de flamme orange. Jagger n'a pas eu le temps de célébrer. Les canons défensifs d'Akma ont ouvert le feu immédiatement, des obus de 88 mm éclatant autour de son Mustang alors qu'il traversait l'aérodrome à grande vitesse et à la cime des arbres. Sa seule option était de voler directement sur la piste, en utilisant sa vitesse pour s'échapper avant que les équipes de défense ne puissent ajuster leur visée. Des traceurs parcouraient le terrain des deux côtés. Certains obus ont été tirés d'un côté de la piste, touchant en fait les positions des canons du côté opposé dans le chaos. Gerger a maintenu son PS-51 bas et rapide, a dégagé l'extrémité de l'aérodrome et s'est arrêté brusquement,
plongeant pour la sécurité d'une vallée voisine. Il avait survécu à l'une des situations tactiques les plus dangereuses du combat aérien, en attaquant un aérodrome ennemi de jour à basse altitude, mais il avait également prouvé que les Mi-262 pouvaient être traqués et tués. Jagger a décrit plus tard l'engagement avec un euphémisme caractéristique. La première fois que j'ai vu un avion, je l'ai abattu. Pas très sportif, mais bon sang. Jusqu'à la fin de 1944 et jusqu'en 1945, les pilotes de chasse américains ont affiné leurs tactiques anti-avions en se basant sur une expérience difficile et en analysant soigneusement les images des caméras des canons. Le PS-51 Mustang s'est avéré idéal pour la mission en raison de sa portée et de son endurance exceptionnelle. Un Mustang avec un carburant interne plein et 2 réservoirs d'ailes pourrait rester en vol pendant plus de 7 heures, donnant aux pilotes la possibilité de flâner près de bases d'avions connues pendant de longues périodes. Lorsque les avions à réaction sont apparus, les pilotes du Mustang ont utilisé l'avantage de l'altitude pour plonger dessus, échangeant l'altitude contre la vitesse. Lors de la plongée, un PS-51 pourrait brièvement approcher ou même dépasser 500 000 par heure, suffisamment pour attraper des Me-262 dans leurs moments les plus exposés. Le timing était crucial. Pour attaquer les avions à réaction pendant leur course au décollage, il fallait les repérer tôt et se positionner pour l'attaque avant qu'ils n'atteignent leur vitesse de vol. Les rattraper lors de l'approche à l'atterrissage a nécessité de la patience pour attendre le moment idéal où l'avion s'engageait sur sa trajectoire d'approche avec le train et les volets déployés. Les pilotes de chasse ont développé une connaissance approfondie des modèles opérationnels du Mi-262 grâce à une observation constante et à une analyse du renseignement. Ils ont appris que les avions opéraient généralement le matin et en fin d'après-midi lorsque la visibilité était bonne, mais que l'angle du soleil compliquait l'acquisition visuelle pour les défenseurs. Ils ont noté que les Mi-262 volaient souvent par paire ou en petite formation, rarement seuls, ce qui signifie que la destruction d'un avion offrait fréquemment l'occasion d'en attaquer d'autres. Ils comprirent que les pilotes allemands, contraints par les limitations de carburant, ne pouvaient pas abandonner les approches d'atterrissage et repartir pour une nouvelle tentative. Une fois qu'un Mi-262 s'était engagé à atterrir avec peu de carburant restant, le pilote n'avait d'autre choix que de continuer, quelles que soient les menaces. Ce facteur psychologique donnait aux pilotes attaquants du Mustang un avantage crucial. Le pilote de l'avion savait qu'il était exposé mais ne pouvait pas avorter. Le pilote du Mustang pouvait poursuivre son attaque avec la certitude que sa cible n'accélérerait pas soudainement et ne s'échapperait pas. Les mesures défensives de la Luftwaffe devinrent de plus en plus sophistiquées en réponse à ces tactiques, mais les problèmes fondamentaux restèrent insolubles. Les allées de flak se densifiaient avec quelques couloirs d'approche défendus par plus de 100 canons de différents calibres. La couverture des chasseurs s'est accrue avec les pilotes des FW-190D et TA-152H chargés spécifiquement d'engager les chasseurs alliés à proximité des bases à réaction, quelle que soit la situation tactique. Les pilotes du Mi-262 ont reçu pour instruction de modifier leur schéma d'approche, en effectuant des virages aléatoires et des changements d'altitude pour compliquer l'interception. Certaines bases ont déployé des générateurs de fumée pour obscurcir le terrain lors des opérations d'atterrissage. Malgré ces efforts, la réalité mathématique n'a pas pu être modifiée. Le M262S avait besoin de bases spécifiques avec des approvisionnements en carburant spécifiques et ne pouvait rester en vol que pendant des durées limitées. Les chasseurs alliés pourraient saturer les zones autour des bases à réaction, rendant un engagement presque inévitable. Le 25 février 1945 fut l'une des démonstrations les plus dévastatrices de ces tactiques lorsque des Mustangs du 55th Fighter Group surprirent un effectif entier de Mi-262 sur l'aérodrome de Gelstar pendant les opérations de décollage. L'attaque était parfaitement synchronisée avec l'arrivée des PS-51 au moment même où plusieurs avions commençaient leur rôle de décollage. Dans le chaos qui a suivi, les pilotes américains ont détruit des Mi-262 au sol ou au décollage et plusieurs autres ont été endommagés. Les pertes représentaient un pourcentage important des avions opérationnels disponibles pour cette unité. Les archives allemandes indiquent que les Mi-262 appartenaient au malheureux KFK A-54, une unité de bombardier qui avait été rééquipée d'avions à réaction,
mais dont les pilotes manquaient de formation adéquate en matière de chasse. L'attaque du 55th Fighter Group a démontré que des attaques concentrées de chasseurs contre des bases à réaction pendant des périodes opérationnelles connues pouvaient produire des résultats spectaculaires, bien qu'elles comportent des risques considérables. Plusieurs Mustangs ont été endommagés par des tirs défensifs pendant l'engagement, et le succès tactique dépendait de la réussite de la com Total Surprise. L'impact psychologique de ces défaites sur les pilotes d'avions allemands fut profond et cumulatif. Les pilotes du Mi-262 étaient des aviateurs d'élite, soigneusement sélectionnés et largement entraînés, souvent des vétérans possédant une expérience de combat considérable. Ils ont compris leurs avantages technologiques et ont d'abord abordé les missions avec une confiance justifiée dans les capacités de leur avion. Les pertes répétées lors des phases de décollage et d'atterrissage ont cependant créé une atmosphère de terreur autour de ces moments critiques. Les pilotes savaient que chaque départ et retour comportait un risque important d'embuscade. Savoir que les chasseurs alliés attendaient peut-être, qu'il n'y avait aucune possibilité de s'échapper une fois engagés à atterrir, que les jauges de carburant indiquaient des réservoirs vides créaient une pression psychologique qui affectait les performances et la prise de décision. Le raid du 18 mars 1945 sur Berlin a illustré à la fois le potentiel du Mi-262 et son incapacité ultime à changer l'issue de la guerre. Au total, 1221 bombardiers alliés escortés par 632 chasseurs attaquent la capitale allemande dans ce qui sera la dernière grande bataille aérienne au-dessus de l'Allemagne. Les commandants de la Luftwaffe ont rassemblé 37 Mi-262 de Yakushvada 7 pour une attaque coordonnée contre les formations de bombardiers, la plus grande force à réaction jamais engagée dans une seule mission. Et Lieutenant G. Aveghman a dirigé son escadron en formation lâche vers les bombardiers qui arrivaient et lui et ses ailiers ont tiré des roquettes non guidées R4M pour la première fois en utilisation opérationnelle. Les roquettes de 50 mm transportées dans des râteliers sous les ailes, au nombre de 12 par avion, étaient conçues pour exploser à proximité des bombardiers, les détruisant par explosion et fragmentation sans nécessité de visée précise. Les roquettes de Beghman se sont abattues sur une formation de 60 B7 et les observateurs ont signalé que plusieurs bombardiers avaient été touchés et tombés. D'autres pilotes du Mi-262 ont lancé des attaques avec un canon conventionnel de 30 mm, leur vitesse leur permettant d'effectuer plusieurs passes avant que les escortes ne puissent réagir efficacement. Les fiançailles furent brèves mais intenses. Les pilotes allemands ont revendiqué 12 bombardiers et un chasseur abattu, bien que les archives américaines indiquent que 8 bombardiers lourds ont été perdus ainsi que 3262 détruits lors de combats aériens. L'écart entre les réclamations et les pertes réelles illustre le schéma courant de guerre de réclamations excessives dues à la confusion au combat. Même en acceptant les affirmations allemandes au pied de la lettre, les avions à réaction détruisirent moins de 1% de la force attaquante tandis que l'énorme formation de bombardiers atteignait sa cible et délivrait ses munitions. La campagne de bombardement stratégique s'est poursuivie sans être affectée. 5 pilotes de chasse américains ne sont pas revenus et des dizaines de membres d'équipage de bombardiers ont été tués ou sont devenus prisonniers. Mais la mission fut considérée comme un succès complet par les planificateurs alliés. Adolf Galland, ancien général de chasse allemand qui avait été licencié après des différends avec Hermann Göring sur la stratégie de chasse, a formé le Jagdverband 44 en février 1945 en tant qu'unité d'élite Mi-262 commandée et composée des les plus expérimentés d'Allemagne. La liste contenait un OSO des légendes de la Luftwaffe, des pilotes avec des centaines de victoires combinées. L'unité a reçu la priorité pour les avions, le carburant et le soutien, ce qui représente la dernière tentative de l'Allemagne de déployer des chasseurs à réaction en nombre significatif dans des conditions optimales. Galland lui-même a effectué des missions de combat, remportant des victoires avec des canons et des roquettes R4M. D'autres pilotes ont signalé des succès contre des bombardiers et même contre des chasseurs d'escorte lorsque les conditions favorisaient les tactiques à réaction. Pourtant, la durée de vie opérationnelle du Jagdverband 44 se mesurait en semaines et non en mois. Les bombardements alliés sur les bases ont forcé des déplacements constants. Les pénuries de carburant ont cloué les avions au sol pendant plusieurs jours. Les problèmes de fiabilité des moteurs signifiaient que la moitié des avions affectés étaient généralement inutilisables, en attente de pièces de rechange ou de remplacement de moteurs.
La réalité statistique des opérations du Mi-262 a révélé l'écart entre la capacité théorique et l'efficacité pratique. Les archives allemandes indiquent qu'environ 1443 Me-262 ont été fabriqués pendant la guerre. Parmi ceux fabriqués, seuls 200 à 300 environ ont été utilisés au combat. Le reste a été détruit au sol par les bombardements, perdu lors de l'entraînement ou rendu inutilisable par des problèmes de maintenance. À aucun moment, la Luftwaffe n'a eu plus de 50 Mi-262 opérationnels simultanément, et la disponibilité quotidienne typique était plus proche de 25 avions. Cette force faisait face à un effectif de chasseurs alliés dépassant à tout moment 5000 avions, ainsi que des milliers de bombardiers supplémentaires. Les mathématiques étaient insurmontables. Les pilotes du Mi-262 ont revendiqué environ 542 avions alliés détruits lors de combats RR, bien que la vérification de ces affirmations montre l'habituelle surréclamation de toutes les parties en temps de guerre. L'analyse d'après-guerre réalisée par des chercheurs américains a suggéré que les pertes réelles des Mi-262 étaient considérablement inférieures. Les forces alliées ont détruit les Mi-262 à un rythme dépassant les capacités de production et de formation allemandes. Les records américains attribuent 92 au PL-51 Mustang. 5 fusillades confirmées de M262, bien que ce nombre inclut les avions détruits au sol et pendant le décollage ou l'atterrissage, et pas seulement les engagements RR. Le 357e Combat Air Group, l'unité de Chuck Jagger, a mené les forces américaines avec 18,5 avions tués confirmés. Le 55e groupe de chasse en revendique 17, tandis que les 78e et 339e groupes de chasse en créditent chacun 15. Les forces britanniques, en particulier celles pilotant des Hawker Tempest et des Spitfire, ont revendiqué une douzaine d'avions tués supplémentaires. L'effet cumulatif fut que les pertes de Mi-262 dépassèrent les remplacements et que la force opérationnelle diminua régulièrement malgré la poursuite de la production jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Les pilotes allemands de la CE qui ont piloté le Mi-262 ont offert des évaluations mitigées de son efficacité lors des entretiens d'après-guerre. Georg Peter Eda, qui a réussi 12 victoires à bord de l'avion, dont 9 PL-51, a reconnu que la vitesse de l'avion rendait les interceptions de bombardiers à haute altitude relativement sûres, mais que les contre-mesures alliées annulaient de plus en plus cet avantage. Walter Dahl, crédité de 11 victoires d'avions à réaction, dont 6 Mustang, a souligné que les limitations de carburant et les problèmes de fiabilité des moteurs limitaient les options tactiques au point que la supériorité théorique de l'avion devenait largement hors de propos dans les opérations pratiques. Heinrich Bahr, avec 16 262 victoires sur un total de 240 victoires en carrière, a déclaré catégoriquement que l'avion à réaction était arrivé trop tard et en trop petit nombre pour avoir de l'importance. France, le meilleur improbable du type Shell, avec 17 victoires, dont 6 bombardiers quadrimoteurs et 10 PS-51, a été tué au combat en avril 1945. Mais ses rapports antérieurs soulignaient l'incapacité de l'avion à engager efficacement des chasseurs en manœuvre en raison de ses vitesses d'approche élevées et de son large rayon de braquage. Les leçons tactiques tirées des opérations du Mi-262 ont influencé le développement des chasseurs à réaction d'après-guerre dans le monde entier. Les ingénieurs alliés ont étudié intensivement les avions capturés et les ont testés dans des installations aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ils ont confirmé que la conception de base était solide, mais que la technologie du moteur restait le facteur limitant critique. Les premiers avions à réaction américains, le Lockheed P-80 et le Republic F-84, ainsi que les modèles soviétiques, le MiG-15, incorporaient des solutions aux problèmes identifiés dans le Mi-262. Une durée de vie du moteur plus longue, une meilleure réponse de l'accélérateur, un rendement énergétique amélioré et des cellules plus solides répondaient aux vulnérabilités spécifiques que les chasseurs alliés avaient exploitées. Les pilotes américains qui ont réussi à engager des Mi-262 sont devenus des experts reconnus au sein de la communauté des chasseurs, leur rapport de combat étant soigneusement étudié par des officiers du renseignement et des instructeurs de formation. Au-delà d'Urban Drew et de Chuck Jagger, des dizaines d'autres pilotes ont tué des avions à réaction grâce à l'application persistante de tactiques développées au cours d'une dure expérience. Ces pilotes partageaient des caractéristiques communes, notamment une vue exceptionnelle,
des compétences de tir précises, un tempérament agressif et une volonté d'accepter des risques que les pilotes plus prudents évitaient. Attaquer des bases à réaction à travers une flaque dense exigeait un courage confinant à l'imprudence. Pourtant, ces pilotes ont effectué de telles missions à plusieurs reprises parce qu'ils comprenaient l'importance stratégique de neutraliser la menace des avions à réaction. Le coût humain de ces engagements a gravement affecté les deux camps. Les pilotes de chasse américains tués lors d'attaques contre des bases à réaction sont morts loin de chez eux, souvent dans des accidents enflammés après des dégâts de flaques. Leurs corps ne sont parfois jamais retrouvés sur les lieux des accidents en Allemagne. Les pilotes allemands de Mi-262, l'élite de la Luftwaffe, étaient des atouts irremplaçables perdus à un rythme que le programme de formation allemand, en diminution, ne pouvait pas supporter. Chaque pilote d'avion allemand mort ou capturé représentait des centaines d'heures d'entraînement, des millions de marks du Reich en investissement et une expérience tactique acquise au fil des années de combat. Le stress a contribué à des erreurs de jugement, à des accidents au décollage et à l'atterrissage et à une diminution de l'efficacité au combat, même parmi les aviateurs expérimentés. L'infrastructure soutenant les opérations du Mi-262 s'est effondrée progressivement jusqu'au début de 1945. À mesure que les armées alliées avançaient en Allemagne et que les bombardements stratégiques s'intensifiaient, le carburéacteur spécialisé devenait de plus en plus rare à mesure que les raffineries étaient bombardées ou capturées. Les moteurs de remplacement, déjà rares en raison des goulots d'étranglement de la production, sont devenus indisponibles lorsque les usines ont été détruites ou sont tombées face aux forces avançantes. Les pièces de rechange pour les cellules et les systèmes ont disparu des chaînes d'approvisionnement. Le personnel de maintenance formé a été tué lors de bombardements ou réaffecté à des unités d'infanterie alors que l'Allemagne devenait désespérée à la recherche de soldats. Les aérodromes eux-mêmes ont été directement attaqués au sol alors que les lignes de front se déplaçaient vers l'est. En avril 1945, les unités Mi-262 opéraient à partir de sections de granges automatiques ou de pistes improvisées, cachant les avions dans les bois et travaillant avec un minimum de fournitures sous la menace constante d'une attaque aérienne. Les dernières semaines d'opération du Mi-262 en avril et début mai 1945 furent caractérisées par des sorties sporadiques effectuées par des unités dispersées opérant de manière indépendante alors que le commandement et le contrôle centraux se désintégraient. Les pilotes individuels effectuaient des missions lorsque le carburant était disponible, attaquant souvent des cibles d'opportunité plutôt que d'exécuter des opérations coordonnées. Certains pilotes ont choisi de piloter leurs avions vers le territoire allié et de se rendre plutôt que de poursuivre un combat désespéré. D'autres ont volé en finale mission sachant que le retour serait impossible en raison de pénurie de carburant ou de capture de l'aérodrome. Quelques-uns, y compris des membres du Jagdverband 44, ont combattu jusqu'au dernier jour de la guerre, tuant des troupes alors même que la structure militaire allemande s'effondrait complètement. L'analyse d'après-guerre menée par des experts de l'aviation américains et britanniques a abouti à un consensus selon lequel le Mi-262 représentait une réussite technologique révolutionnaire arrivée trop tard pour affecter l'issue de la guerre. Même si Hitler n'avait pas retardé la production en exigeant des variantes de bombardiers, même si la fiabilité des moteurs avait été meilleure, même si davantage était produit, la situation stratégique fondamentale limitait l'impact de l'avion. En 1944, l'Allemagne manquait de carburant, de pilotes entraînés, de supériorité aérienne nécessaire à la sécurité des opérations et était confrontée à un désavantage numérique écrasant face aux forces aériennes alliées. Le Mi-262 n'a pas pu résoudre ces problèmes, quels que soient ses avantages en termes de performance. L'héritage des engagements du Mi-262 contre le Mustang s'est étendu bien au-delà de la Seconde Guerre mondiale, influençant la doctrine de combat aérien pendant des générations. Le principe fondamental selon lequel la supériorité technologique ne garantit pas le succès tactique est devenu une étude de cas enseignée dans les armées du monde entier. L'importance d'exploiter les vulnérabilités de l'ennemi plutôt que d'engager ses forces est devenue ancrée dans la formation des pilotes de chasse. La reconnaissance du fait que même les systèmes d'armes révolutionnaires présentent des faiblesses exploitables a éclairé les stratégies de planification et d'acquisition militaire tout au long de la guerre froide et au-delà. Les tactiques spécifiques développées par les pilotes américains pour contrer l'avantage de vitesse du Mi-262 en utilisant l'altitude pour augmenter la vitesse lors des plongées,
en chronométrant les attaques pour les phases de vol vulnérables et en patrouillant constamment dans les zones d'opérations ennemies connues sont restées pertinentes à mesure que de nouvelles générations de chasseurs dotés d'avantages en termes de performance ont émergé. Les témoignages de pilotes individuels de cette période ont fourni de riches détails sur les défis psychologiques et tactiques de ces engagements. Chuck Jagger, dans son autobiographie et dans de nombreuses interviews, a souligné que la destruction du Mi-262 nécessitait d'accepter des risques exceptionnels et de prendre des décisions en une fraction de seconde avec des informations imparfaites. Il a décrit la tension de flâner près des aérodromes allemands, sachant que les chasseurs anti-aériens et ennemis s'engageraient au moment où il attaquerait, le calcul nécessaire pour chronométrer sa plongée à la vitesse maximale au moment critique, et la satisfaction de prouver que les chasseurs américains pouvaient vaincre les avions apparemment invincibles. Urban Drew, après avoir reçu sa reconnaissance tardive en 1983, a parlé de la frustration de voir ses victoires refusées pendant près de 40 ans en raison du manque de preuves concordantes, mais aussi de l'importance de la mission indépendamment de la reconnaissance personnelle. Les leçons d'ingénierie tirées des opérations du Mi-262 ont directement influencé le développement du P-80 Shooting Star, le premier chasseur à réaction opérationnelle américain, entré en service juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs de Lockheed ont étudié de manière approfondie les Mi-262 capturés, examinant leurs moteurs, leurs cellules et leurs systèmes pour comprendre à la fois les succès et les échecs. La conception du P-80 incorporait des moteurs plus durables avec une meilleure réponse de l'accélérateur, répondant ainsi à la faiblesse la plus critique du Mi-262. Efficacité énergétique améliorée, portée étendue au-delà des 650 mètres maximum du Mi-262. Des trains d'atterrissage plus solides ont réduit le taux d'accidents qui affectait les opérations des avions à réaction allemands. Une meilleure visibilité dans le cockpit a amélioré la conscience de la situation du pilote pendant les phases vulnérables de décollage et d'atterrissage. Les concepteurs soviétiques ont également étudié la technologie du Mi-262 avec des avions et des moteurs capturés expédiés vers des installations de recherche où ils ont été largement testés. Les informations glanées ont influencé la conception des MiG-15 et Yak-15, bien que les ingénieurs soviétiques aient également incorporé la technologie des moteurs britanniques obtenue grâce à l'espionnage et au transfert de technologie. La prolifération mondiale des connaissances sur les chasseurs à réaction résultant de l'analyse du Mi-262 a accéléré la transition de la propulsion à piston vers la propulsion à réaction qui a dominé la fin des années 1940 et les années 1950. 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les chasseurs à hélice étaient devenus obsolètes pour le service de première ligne, remplacés par des avions à réaction dans pratiquement toutes les forces aériennes du monde. Le bilan final des opérations du Mi-262 révèle un avion qui a obtenu des succès tactiques, mais un échec stratégique. Les pilotes individuels ont enregistré un nombre impressionnant de victimes, et des missions spécifiques ont démontré les capacités de l'avion lorsque les conditions le favorisaient. Toutefois, l'impact cumulé sur les opérations aériennes alliées fut minime. Les bombardements stratégiques se sont poursuivis sans relâche. Les chasseurs alliés maintinrent leur supériorité aérienne et les forces terrestres avancèrent en Allemagne avec un soutien aérien efficace partout. Les ressources consacrées au développement et à la production du Mi-262, notamment les rares matériaux, la capacité de fabrication et la main-d'œuvre qualifiée, auraient pu produire des chasseurs plus conventionnels qui auraient pu être utilisés plus efficacement avec le carburant disponible et la formation des pilotes. L'histoire de pilotes allemands exhibant leurs jets jusqu'à ce que les A du Mustang les attrapent pendant le combat. J'ai moment vulnérable est finalement une histoire sur les limites des solutions technologiques aux problèmes stratégiques. L'Allemagne a développé le premier chasseur à réaction opérationnelle au monde, réalisant ainsi une véritable avancée qui aurait dû lui apporter des avantages tactiques significatifs. Pourtant, cette réussite n'a pas permis de surmonter des désavantages fondamentaux en termes de nombre, de ressources, de disponibilité de carburant, de personnel qualifié et de position stratégique. Les pilotes américains et alliés pilotant des avions moins avancés mais soutenus par une capacité industrielle écrasante, des systèmes de formation complets, une logistique fiable et une solide doctrine tactique ont vaincu la merveille technologique grâce à leur persévérance, leur innovation et leur excellence professionnelle. En dernière analyse,
le Mi-262 est l'un des appareils les plus fascinants de l'histoire de l'aviation. Un avion qui a démontré l'avenir mais est arrivé trop tard pour changer le passé. Son bilan de combat, bien qu'impressionnant dans des engagements spécifiques, fut finalement insuffisant pour influer sur l'issue de la guerre. Les pilotes américains qui ont développé et exécuté des tactiques pour contrer la menace des avions à réaction ont gagné leur place dans l'histoire de l'aviation non pas grâce à leur supériorité technologique, mais grâce à leur excellence tactique, leur courage et leur refus de concéder l'avantage à un adversaire apparemment invincible. Leur succès a confirmé le principe selon lequel les facteurs humains, notamment la formation, la doctrine, le leadership et la détermination, peuvent surmonter les désavantages technologiques lorsqu'ils sont correctement appliqués. La transformation de la confiance allemande en domination alliée dans les affrontements J contre Mustang s'est produite en moins d'un an, entre octobre 1944, lorsque le premier Mi-262 a été abattu, et mai 1945, lorsque les dernières opérations à réaction ont cessé. Ce changement rapide ne résulte pas d'un seul facteur, mais de l'effet cumulatif de l'exploitation systématique des vulnérabilités du Mi-262, combiné à une pression incessante qui a empêché la Luftwaffe de parvenir à un jour une exploitation durable des avions. Chaque Mi-262 détruit lors du décollage ou de l'atterrissage était un de moins disponible pour les interceptions de bombardiers. Chaque pilote tué ou capturé représentait une expérience et une formation irremplaçables. Chaque attaque alliée réussie contre des bases à réaction obligeait les opérations allemandes à devenir plus dispersées et moins coordonnées. Les derniers mois des opérations du Mi-262 ont vu les pilotes allemands se battre avec un désespoir croissant à mesure que leur situation tactique se détériorait. Les pénuries de carburant ont limité les sorties aux missions les plus critiques. Des problèmes de moteur ont immobilisé l'avion pendant de longues périodes. Les patrouilles de chasseurs alliés rendaient chaque décollage et atterrissage potentiellement mortels. Les déménagements de base ont perturbé les opérations et le moral. Pourtant, certains pilotes ont continué à effectuer des missions de combat jusqu'aux dernières heures de la guerre, faisant preuve d'un courage et d'un professionnalisme remarquables malgré des obstacles impossibles. Ces hommes savaient qu'ils ne pourraient pas gagner, mais ils ont quand même pris l'avion, motivés par diverses combinaisons de devoirs, d'honneur et d'espoir que leur sacrifice pourrait compter d'une manière ou d'une autre. L'histoire ne s'est pas terminée par une bataille finale dramatique, mais par une dissolution progressive lorsque l'infrastructure militaire allemande s'est complètement effondrée début mai 1945. Les Me-262 ont été abandonnés sur les aérodromes, poussés dans les bois pour empêcher leur capture, ou détruits par leurs propres pilotes et équipages pour les empêcher d'avancer. Quelques-uns furent transportés par avion vers le territoire allié et se rendirent. La plupart ont simplement arrêté de voler car le carburant était épuisé et la maintenance devenait impossible. Les avions à réaction qui avaient promis de balayer les bombardiers alliés du ciel allemand ont mis fin à leur vie opérationnelle dispersée dans toute l'Allemagne. Des témoignages silencieux de l'écart entre le potentiel technologique et la réalité opérationnelle. Les pilotes de Mustang qui les avaient chassés sont rentrés chez eux à la fin de la guerre. Leur mission accomplie. La menace des avions à réaction a été neutralisée grâce à des tactiques qui se sont révélées supérieures à la technologie.